J'ai fait Subdeco, Toulouse, avec option finance compta et avec deux passions, la mode et les chiffres. Ah quand oui, même. vous aviez deux passions. Voilà. Et les relations publiques, en fait. Mais je peux dire que ce qui a mené ma vie professionnelle, c'est uniquement le plaisir. Je déteste faire quelque chose qui ne me plaît pas. Donc, depuis ma sortie à Subdeco, je n'ai eu que des métiers qui me plaisaient. Bon, j'ai d'abord été responsable des relations publiques d'une filiale de la Thomson, un peu parce qu'on était venu me chercher dans la mesure où à l'école, je m'occupais des relations publiques de l'école. Ensuite, j'ai eu une petite coupure pour une maternité. Après, je suis partie dans la mode, où j'ai fait de tout, mais pas des chiffres. J'ai jamais été dans les chiffres. Oui, mais c'est ça qui est surprenant, parce que dans la mode, vous avez même fait de la création, si j'ai bien compris. Ah oui, beaucoup. Et ensuite, j'ai eu envie de revenir à des choses, je dirais, plus sérieuses. Et puis, ça me faisait plaisir de reprendre mes études et de repartir vers un métier qui m'avait plu. Parce que l'expertise comptable, j'avais des professeurs experts comptables à Subdeco et je trouvais que c'était passionnant. Expliquez-nous donc comment vous avez fait pour être aujourd'hui donc à des fonctions aussi importantes, puisque c'est pas rien d'être présidente d'un conseil régional de l'ordre des experts comptables. C'est une passion aussi. Ce qui me plaisait au niveau de l'ordre, dans les instances, puis j'aime bien m'impliquer dans les instances, c'était tout l'encadrement des stagiaires. J'ai demandé une seule chose, c'est être contrôleur de stage, puisque j'avais des stagiaires sous ma responsabilité, en formation, en encadrement. Et j'ai mis un pied dans, je dirais, dans cette espèce d'engrenage, mais je ne veux pas prendre le terme d'engrenage parce que ça a un côté négatif, alors que dans cette passion. Et j'avoue que mon environnement, sans que je demande, m'a porté aux fonctions de contrôleur principal, ensuite de vice-présidente de l'ordre et ensuite de présidente. J'avoue que je n'ai pas connu le plafond de verre à Toulouse. J'ai commencé par de l'histoire de l'art et puis les beaux-arts à Paris et une année de sociologie, tout en étant en parallèle aux beaux-arts avec un démarrage de travail sur les chapeaux, puisque moi j'aimais ça pour moi, pour en porter, et puis j'ai mis le pied dedans, puis j'ai très vite compris que c'était mon espace de travail. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur les chapeaux au sein de l'école des beaux-arts et de passer mon diplôme avec des chapeaux en résine polyester. Vous avez commencé il y a 20 ans, donc il y a eu une période où c'était passé de mode, donc il fallait vraiment être motivé. Au départ, de faire des chapeaux, c'est une fantaisie effectivement, ça peut être entendu comme tel. Je pouvais le faire dans le cadre d'un très beau lieu qui me permettait de rencontrer du monde. Donc là, j'ai rencontré des gens qui venaient d'un peu tout milieu. Donc c'était intéressant et très vite, moi, je suis allée sur ma ligne avec une ligne très marquée sur les formes, et des choses un peu incroyables. Et ça faisait un peu le plan, entre guillemets, pour les personnes qui avaient leur résidence, très originales. Voilà, qui avaient leur résidence secondaire sur le coin. Et très vite, j'ai eu une clientèle. Vous avez aujourd'hui des clients importants, que ce soit le Bon Marché ou les Galeries Lafayette peut-être, ou le Printemps, oui. Votre mari qui a aussi sa propre société également dans ce domaine, donc vous êtes fournisseur des boutiques de votre mari, si j'ai bien compris. Nous avons un rapport de client-fournisseur, ce qui n'est pas toujours très Ah oui, les négociations là, ça facile. doit être assez... Mais c'est très intéressant parce que le fait qu'il ait monté des chapelleries traditionnelles qui portent le nom de ma marque donc, et mon nom, Céline Robert, permet effectivement d'avoir une officialisation et permet d'avoir un écho plus important pour aider à ce que la marque se monte. J'ai toujours aimé cuisiner, mais j'avais une maman institutrice qui attachait, elle avait raison, attachait énormément d'importance quand même à l'école, et donc il fallait quand même avoir son bac. Donc j'ai eu mon bac, et puis quand il a fallu choisir une orientation après le bac, comme j'étais tout le temps fourrée dans la cuisine, c'était clair, je vais essayer de transformer ma passion en mon métier, et donc du coup je me suis orientée vers un BTS restauration, donc après le bac, et j'ai eu mon BTS restauration, donc ça nous formait à la gestion un petit peu au sein de la restauration. Mmh. Mais en fait, moi, ce que je voulais, c'était pas être une gestionnaire, je voulais être une cuisinière. Donc du coup, après, j'ai fait mon apprentissage sur le terrain, en cuisine, pendant 4 ans dans des restaurants parisiens. Et voilà. Puis après, le but, parce que j'avais mon idée derrière la tête depuis toute petite, c'était d'avoir mon restaurant. Je suis meunier de profession parce que j'ai récupéré une entreprise familiale il y a 35 ans. Donc je suis la 4e génération de meunier familial dans ma famille.
de formation ingénieur, mais meunier par amour, puisque c'est une profession intéressante. Nous sommes une entreprise moyenne, mais on représente quand même un tonnage assez important. On représente 35 000 tonnes de farine. Nous faisons 11 millions de chiffre d'affaires avec 23 personnes. Il y a 35 ans, donc j'étais pas du tout câblée pour être meunier, pour reprendre l'entreprise familiale. Mon père était beaucoup plus âgé. Bon, il m'a eu à 51 ans, donc il était âgé. Donc il y avait eu le problème de la succession de l'entreprise qui s'est avéré. Donc je suis arrivée là en disant bon, j'arrive, si ça me plaît je reste, si ça me plaît pas je m'en vais. Bon, 36 ans après je suis encore là. Vous êtes toujours là. Oui. Et puis en plus vous allez assurer la succession à nouveau, puisque votre fils est lui aussi pareil ingénieur, et lui aussi dans oui. l'entreprise. Donc et lui aussi, on pourrait dire que ce sont des erreurs de parcours. Nous sommes des erreurs de parcours dans la profession de meunier. Eh bien, avec mon mari, on a toujours été passionnés de vin, et on a eu la chance de pouvoir acheter 60 arts de vignes à Saint-Émilion. Et on est parti de rien, donc seulement avec nos économies. J'ai travaillé pendant 23 ans à l'hôpital de Libourne, et j'ai continué à travailler jusqu'en... Le temps de lancer l'entreprise. Oui, parce qu'il y avait besoin de mon salaire. Premier millésime de Valandro 91. Et j'ai arrêté en 97 de travailler à l'hôpital. On ne faisait pas partie du sérail, et donc ça a été un petit peu difficile au départ. Et pour se moquer de nous, on disait ils font ça dans un garage. Et oui, mais Bill Gates a commencé comme ça aussi. Hein, oui, exactement. Vous êtes les Bill Gates du vin. Comment vous regardez un peu de haut là quand vous faisiez le vin dans votre garage, vous avez baptisé vous avez créé un vin qui s'appelle vin de garage, c'est ça? Alors le vin de garage, c'était Château Valandro au départ, et petit à petit on a tout réinvesti, tout l'argent qu'on gagnait avec les premiers millésimes, surtout le 92 puisqu'on est arrivé premier vin de Bordeaux. Maintenant c'est devenu une appel. Voilà. Valandro, c'est entre 15 000 et 20 000 bouteilles tous les ans. Voilà, donc on est devenu professionnel. Voilà, maintenant c'est plus un vin de garage. Votre vin de garage, le concept avait bien plu à l'étranger, je crois. Ah oui, 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 tout à fait. Les Japonais ont comparé notre histoire à Cinderella, Cendrillon, puisque bon, pas d'argent, et puis voilà, donc au Japon on est toujours accueillis avec le tapis rouge, et aux États-Unis, Silicon Valley, Garage Wine bien sûr, vin culte.